En moyenne, une femme utilise environ 160 substances toxiques sur sa peau volontairement. Parce que personne, absolument personne dans la société ne les oblige à se maquiller. Si tu considères là l'État comme une entreprise et que tu dois garder le contrôle sur tes employés, qui sont tes habitants, tu dois le garder le plus endormi possible, le plus abruti possible. Parce qu'au final, il y a toute une industrie qui profite de tout cela. Je me suis aperçu que sur les réseaux sociaux, chaque nutritionniste ou coach publiait des stories ou reels avec un code promo. Je me suis rendu compte que l'industrie des compléments agissait comme celle pharmaceutique que nous critiquions. Pourquoi les appelle-t-on maladies modernes? Cela signifie-t-il qu'elles n'étaient pas recensées ou n'existaient pas dans les sociétés anciennes? Il n'y a pas de prévalence de diabète de type 2, pas de prévalence de maladies auto-immunes, pas de prévalence de cancer, pas de prévalence de maladies cardiovasculaires, pas de prévalence d'Alzheimer. Et quand tu vois leur mode de vie, ils font toujours du grounding, s'exposent au soleil en mouvement, mangent uniquement des aliments naturels de leur environnement et restent actifs. Pour que les gens aient une idée, l'homme Hadza fait environ 15 000 pas par jour, la femme autour de 10 000. Que se passe-t-il aujourd'hui? Qui marche 15 000 pas? Quel est ton avis sur les crèmes solaires? Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans un nouvel épisode de La Factoria. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un expert en supplémentation, un critique de toute cette industrie. Une personne qui se concentre sur un discours extrêmement important concernant l'importance de la masse musculaire, la chute de la testostérone, la perte de la masculinité. David Desprondres, bienvenue David, comment vas-tu? Merci mon frère, vraiment merci pour l'invitation et on va tout donner. En plus, mon compatriote, toi tu as vraiment l'accent. Merde, bon, il ne me reste plus beaucoup non plus. Non, il te reste encore un peu? On m'appelle le Galicien de merde. Les Vénézuéliens sont vraiment salauds avec moi. Ce sont eux qui m'ont expatrié. Oui, uniquement et exclusivement à cause de l'accent. Oui, non, il ne t'en reste plus. À toi, il n'en reste même pas une trace. Non, ici aussi c'est normal. Il m'en reste très peu. Eh bien, David, genre moi, j'ai fait une petite présentation de ton parcours, de ton combat sur les réseaux, mais j'aimerais que tu la fasses toi aussi. Comment te définirais-tu? Écoute, en réalité, ce que j'essaie de faire, c'est une chaîne pour la vulgarisation, avant tout. C'est-à-dire une chaîne à travers laquelle beaucoup de gens, je sais, n'ont pas de voix. Parce qu'ils se consacrent vraiment à soigner les patients, et en face à face, ils ne peuvent pas autant vulgariser le contenu. Alors je me suis créé cette chaîne pour que les gens puissent vraiment transmettre cette information sur les réseaux sociaux. Et parler de ce qui se passe dans le monde de la santé que, autrement, ils n'auraient peut-être pas l'occasion de faire. D'accord. Et quel sujet précis abordes-tu dans le domaine de la santé pour que le public ait un contexte sur toi? Comment définirais-tu les points clés de ta vulgarisation? Les points clés de ma vulgarisation, je pense que c'est d'abord centré sur la science et sur les preuves, avant tout. Et ensuite, je pense que je me concentre beaucoup, surtout, sur le fait de montrer l'autre côté de la médaille, dont on ne parle pas souvent sur les réseaux sociaux, qui est la phase B de la supplémentation, parce qu'on a tendance à beaucoup transmettre. Tous les bénéfices, tous les attributs que possède la supplémentation, qui certes existent, mais dans la plupart des cas, on ne parle pas de tout ce que c'est réellement. Tous les effets indésirables liés à la supplémentation. D'accord, parlons du monde de la supplémentation. Nous allons d'abord le définir, puis je souhaite que tu en fasses une critique basée sur tes données. D'accord? Par où veux-tu que nous commencions? Ou là où tu te considères le plus expert ou là où tu te sens le plus à l'aise, David? Écoute, aujourd'hui, je fais plutôt de la sensibilisation contre la supplémentation, si on peut dire ça comme ça, parce que j'ai commencé par vendre des compléments alimentaires. Puis je me suis rendu compte que les gens finissaient par devenir accros. Ce complément que je leur vendais, ignorant qu'il pouvait soudain y avoir des effets secondaires, ou même que cela n'aidait probablement pas à atteindre son objectif. Bien sûr, quand tu réalises qu'une personne est autant accro à un produit qui ne l'aide probablement que par effet placebo. Autrement dit, si la personne pense que cela peut l'aider, cela l'aide. Mais en réalité, ce qui soutient vraiment cette transformation, c'est tout ce qui concerne l'alimentation et l'entraînement, et pas nécessairement la supplémentation. Alors, ma perspective a commencé à changer sur le fait d'aider vraiment cette personne. À travers ce produit que je lui vendais. Selon toi, sur quel produit cette addiction et cet effet placebo se sont-ils le plus manifestés? Je pense que dans la plupart des cas, c'est avec les pré-workouts que l'on voit cela. Oui. Ce niveau de dépendance de la personne à cause des sensations qu'elle ressent dans son corps. Peut-on alors parler d'addiction?
En fait, bien sûr, si tu demandes à une personne qui est soudainement experte en pharmacologie, au niveau des composants, des ingrédients, elle va probablement te dire que non, que ce n'est pas vraiment une addiction que cela génère, parce qu'il n'y a aucun ingrédient qui provoque ce niveau d'addiction. Mais simplement à cause des sensations que cela te procure, ce produit-là, à cause de ce que cela te fait ressentir. Surtout à ce niveau de force que cela peut t'apporter avant un entraînement. Ça, au niveau psychologique, ça a un impact, et un gros impact, parce qu'on le ressent pendant l'entraînement, au moment où on l'arrête. Pour les pre-workouts, c'est presque toujours la caféine qui agit. Donc, on pourrait pratiquement dire que les gens consomment énormément de pre-workout, alors qu'en réalité, ce qui fonctionne, c'est la caféine. Un café pourrait donc avoir le même effet. En fait, c'est un café surévalué, je veux dire, à un prix exagéré, pardon. En gros, tu payes pratiquement pour la caféine dans un pre-workout. Tout le reste, tout ce qui est colorant, tout ce qui te donne cette sensation au niveau du corps, c'est un ajout. Mais c'est comme quand tu achètes du dentifrice et qu'il a un goût de menthe. Et la personne pense que c'est ça qui lui donne l'haleine fraîche ou la douceur, par exemple, du dentifrice lui-même. Et ce n'est pas vraiment ça qui te donne les dents propres. Par exemple, quand tu nettoies ta maison. Et l'odeur qu'il a du parfum? Et c'est typique, tu entres dans un endroit, ça sent bon, et tu dis « Waouh, ça sent le propre ». Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est propre, ça peut être simplement l'odeur du parfum. Alors, l'industrie le sait très bien, et elle sait qu'avec ses sensations, avec ses saveurs, elle crée cette, bien sûr, on peut appeler ça une addiction. Je pense que ça peut sembler très fort, mais au final, c'est une sorte d'hameçon qui t'attrape avec ce produit. Sache que lorsque tu ressens ces sensations et intensifies ton entraînement, le jour où tu arrêtes, la chute sera brutale. D'accord, une question. Que penses-tu de la supplémentation en magnésium, zinc, etc. Écoute, ici on pourrait en parler. Il y a des compléments qui n'ont pas vraiment de preuves scientifiques et il y a des compléments qui peuvent être très manipulés dans l'industrie. En réalité, ici en Europe, c'est généralement réglementé. Aux États-Unis, ils te vendent, il n'y a pas n'importe quoi. La Food and Drug Administration est hors réactive. Cela signifie que si tu veux sortir, la Food and Drug Administration agit après coup. Qu'est-ce que la Food and Drug Administration? Pardon, David, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que la Food and Drug Administration? En théorie, l'agence régule tout sur les médicaments et produits pharmaceutiques. Et le problème, c'est que cette régulation, comme je te le disais, du moins en ce qui concerne la supplémentation, est généralement réactive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux mettre le complément sur le marché, et une fois qu'il y a un dommage, évidemment, si un nombre suffisant de personnes viennent et signalent ce dommage. Alors la Food and Drug Administration retire le produit du marché, l'analyse et voit s'il faut faire un changement ou non. Mais alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup de compléments qui n'ont pas de preuves, vraiment pas de preuves au niveau scientifique. Ils peuvent ne contenir des ingrédients qui ne sont pas mentionnés sur l'étiquette, ou au contraire, indiquer quelque chose sur l'étiquette que le complément ne contient finalement pas. En plus, il y a aussi la question de la manipulation des ingrédients en Amérique latine aujourd'hui. En fait, ils ont créé des sceaux, des QR codes qui te permettent de tracer le complément. Mais est-ce que tu as des compléments? Par exemple, les acides aminés à chaîne ramifiée, pour te donner une idée, c'est l'un des compléments les plus vendus et c'est aussi l'un de ceux qui ont le moins de sens. Le plus vendu, le plus consommé par les culturistes. En tant que spectateur, tu penses qu'un culturiste en prend pour une raison précise. Il doit savoir quelque chose et ça a du sens qu'il en prenne. En réalité, ce complément n'est pas recommandé si tu as déjà une alimentation riche en protéines. Quoi, par exemple, ça n'a pas de sens? Parce que ce qu'il t'apporte, ce sont des acides aminés isolés, et ici, il joue beaucoup avec quelque chose qu'on appelle l'aminospiking. C'est que tu peux sortir une protéine sur le marché et dire qu'elle contient X quantité de protéines, mais en réalité, ou probablement, elle en a moins. Ils ajoutent dans son site des acides aminés isolés pour faire croire à une teneur en protéines plus élevée lors de l'évaluation. Ils le font très souvent, c'est très courant. En Amérique latine, par exemple, tu peux trouver des protéines ayant parfois un taux inférieur à celui du lait en poudre. C'est dû à la manipulation et au manque de contrôle, surtout dans l'industrie des compléments alimentaires en Amérique latine. Alors, tu défends pratiquement qu'il n'est pas nécessaire de prendre des compléments pour obtenir certains résultats physiques? Regarde, à ce niveau, en parlant de preuves scientifiques, on estime plus ou moins que la supplémentation peut aider entre 5 et 10%. Cela signifie que les 90% restants dépendent du mode de vie, de l'alimentation, de l'entraînement, du repos et des rythmes circadiens. La supplémentation apporte seulement 5 à 10%. Que se passe-t-il?
Pour une personne qui fait de la compétition, cela peut faire la différence entre rester hors du podium et monter sur le podium, ou partir troisième et finir deuxième ou premier. Mais une personne ordinaire, soit plus de 90% de la population, n'a pas ça. Ils y vont à la salle de sport et tout ça? Oui, bien sûr. Oui, cela aurait du sens. S'il y a une carence, attention, je précise toujours cela, s'il y a une carence avérée, si tu as une carence nutritionnelle. Et je ne sais pas, par exemple, tu es vegan. Donc je ne sais pas si tu serais vegan, toi, à un moment donné. Écoute, David, ne m'offense pas, on est amis. Mais en supposant qu'à un moment de ta vie, tu essaies, tu devrais forcément te supplémenter, non? La supplémentation a donc toute sa place, surtout en considérant que, au moins, il y a des carences, généralement nutritionnelles, mais parce que les aliments ont perdu leur valeur nutritionnelle. Oui, Je comprends. Tout à l'heure, tu mentionnais quelque chose que je trouve extrêmement intéressant et j'ai entendu mon ami Charlemagne en parler énormément. Les rythmes circadiens, à quel point sont-ils importants pour une optimisation du physique? c'est tout. Je pense qu'ici, sur les réseaux sociaux, on a souvent débattu de ce que signifie le 80-20, non? 80% c'est l'entraînement, 20% la supplémentation. Allons-y. Voyons, David, d'abord, c'est quoi les rythmes circadiens? Les rythmes circadiens sont les biorhythmes du corps régulés par la lumière solaire. Imagine que chaque cellule de ton corps a une horloge et cette horloge est réglée par l'exposition au soleil. Tromper sans cesse tes cellules avec la lumière artificielle, c'est comme être dans un limbe. Elle n'est pas assez intense pour que ton corps croie qu'il fait jour ou midi solaire. Donc ton corps reste constamment un peu perdu, sans savoir quelle heure de la journée il est, surtout ensuite, quand il fait sombre dehors et que tu as toute cette lumière à l'intérieur. Donc les rythmes circadiens, c'est ça, ce sont simplement les rythmes de notre corps, des fonctions que notre corps a au niveau de chacun des organes et de chacun des systèmes. Et ils sont régulés par l'exposition au soleil. C'est-à-dire que c'est le soleil qui donne cette information pour que ton corps sache ce qu'il doit faire et quand il doit le faire. D'accord? Alors, où est l'importance ou pourquoi les rythmes circadiens sont-ils si importants pour l'optimisation d'un physique musclé ou l'optimisation du physique en général? Parce qu'ils régulent en fait toutes les fonctions, non seulement de l'organisme en tant que tel, mais aussi par exemple les fonctions au niveau hépatique, au niveau digestif. Le corps est préparé pour avoir certaines fonctions pendant la journée, lors de l'exposition au soleil, et il a d'autres fonctions à accomplir pendant la nuit. Si tu ne respectes pas ces cycles jour-nuit, comme beaucoup, et bien si longtemps, Sur eux. surtout ici en Europe, où le prime time commence à partir de 21h, tout ce qui est fête, célébration, football commence après 21h, what is OKS. Cela provoque cette perturbation des rythmes circadiens. C'est pourquoi, surtout, on voit que les personnes qui travaillent de nuit ou en double poste ont une plus grande prédisposition à développer certains types de cancers. L'exposition au soleil est-elle essentielle pour la santé? Tout à fait. Et eh bien, il y a beaucoup de preuves derrière, évidemment, qui le soutiennent. Ce qui est curieux, c'est que si tu regardes par exemple, on peut parler de la sclérose en plaques, une maladie auto-immune vraiment difficile qui te paralyse lentement à chaque poussée. Quand tu fais attention, Hawking, par exemple. correct, oui, quand tu te rends compte que plus on se rapproche de l'équateur, même sur la ligne de l'équateur, en parlant de la planète Terre, la prévalence de la sclérose en plaques est presque nulle. Et à mesure que tu montes vers le nord ou vers le sud en latitude, la prévalence augmente. Et elle augmente chaque fois que tu es plus au nord ou elle augmente chaque fois que tu es plus au sud. Et cela, c'est justement dû à l'exposition au soleil. Garde à l'esprit que pendant notre évolution, la plupart du temps, nous étions exposés au soleil. Et notre corps s'est simplement adapté à cette exposition. Clairement, si tu viens d'un pays nordique, tu es habitué à moins de soleil. C'est pourquoi les personnes à ce potin, à les peaux et aux yeux clairs, présentent souvent d'autres caractéristiques. Ils ont un autre phototype. C'est pourquoi si tu prends une personne d'un pays nordique, tu l'emmènes près de l'équateur, comme le Venezuela ou la Colombie. Cette personne risque davantage un cancer de la peau, surtout en cas d'exposition excessive au soleil. Mais l'inverse est aussi vrai. Tu prends une personne d'Afrique, c'est-à-dire une personne avec un phototype de peau beaucoup plus foncé, et tu l'emmènes dans un pays nordique où elle n'a pas le niveau d'exposition nécessaire. Alors, la prévalence augmente aussi, c'est-à-dire le risque de souffrir d'un certain type de maladie chronique de ce genre. D'accord. Alors, pourquoi aujourd'hui, en Espagne et en Europe en général, il y a comme une sorte de guerre? Parce qu'on dit que l'exposition au soleil peut être nocive et qu'à chaque fois qu'on s'expose au soleil, on nous recommande d'utiliser des crèmes solaires. Quel est ton avis sur les crèmes solaires?
Regarde, c'est curieux, parce que si tu vas au Mexique et que tu essaies d'entrer dans un cénote, ces trous naturels d'eau douce, on ne te laisse pas faire. On t'interdit d'entrer avec tout type de lotion, tout type d'hydratant, de crème solaire, parce que ça abîme l'écosystème. C'est-à-dire, c'est littéralement interdit. Et vraiment, je ne sais pas, évidemment pour moi ça n'a pas de sens d'en mettre. J'ignore combien de substances toxiques contient une crème solaire, mais il doit y en avoir 20 à 30. La peau, plus grand organe du corps, est perméable, contrairement à ce que beaucoup pensent. Selon leur taille, de nombreuses molécules traversent la peau, atteignent le sang et le corps doit les éliminer. Donc il n'a pas de sens d'essayer de bloquer le soleil, alors qu'en plus, il y a suffisamment de preuves dans la littérature scientifique montrant qu'au final, le soleil ne te permet pas seulement de synthétiser la vitamine D. Il a beaucoup d'autres fonctions, parmi lesquelles celle que je mentionnais tout à l'heure, qui est d'été l'information que reçoivent nos cellules pour savoir quand exécuter certains processus. Donc si tu bloques celui-là, tu bloques le signal du soleil pour ton corps. Et comme je te l'ai dit plus tôt, la plupart de ces substances toxiques finissent dans la circulation sanguine et ton corps va devoir s'en débarrasser. Et celui que tu fais travailler, c'est le foie. Et ce n'est pas la seule chose, ce n'est pas le seul toxique que nous introduisons dans notre corps. Tu dois prendre en compte que les femmes utilisent du maquillage. En moyenne, une femme applique environ 160 substances toxiques sur son corps. Par choix personnel, parce que personne, absolument personne dans la société ne les oblige à se maquiller. C'est évidemment une décision personnelle. Bon, là ce serait déjà un autre podcast entier, un autre sujet à ouvrir. Oui. De compétition féminine et beaucoup Classe. de choses. Regarde, et maintenant que tu parles de compétition, c'est curieux, parce que si tu veux, après on peut parler du sujet du culturisme. Quand est-ce que tu te rends compte des culturistes? Les hommes sont en compétition entre eux, et les femmes sont en compétition entre elles, avec tout le sujet de la chirurgie esthétique. Totalement. Je veux dire, je pense que le culturisme ne se fait pas pour les autres femmes. Enfin, je pense. Là-dessus, je te donne entièrement raison. Je ne pense en aucun cas que les femmes se fassent opérer pour être plus attirantes aux yeux des hommes. Peut-être qu'il y en a une en particulier qui a un problème, par exemple, une femme extrêmement disproportionnée, où je peux admettre que ces choses peuvent t'aider. Eh bien. Mais quand le Brazilian butt lift devient excessif, les lèvres, le nez, les cils, le botox partout, je pense que là, c'est de la compétition entre elles. Non? Pour nous les hommes, ce n'est même pas extrêmement attirant, une femme comme ça. Regarde. C'est justement ce dont j'ai parlé avec certaines médecins esthétiques, en constatant que du moins dans mon cercle d'amis hommes, nous n'aimons pas ce genre de choses. C'est là que tu te rends compte qu'elles le font pour se concurrencer entre elles. Cela m'est arrivé une fois lors de la présentation d'un livre en Colombie avec 2 filles à mes côtés. Et quand elles se sont mises de profil, elles étaient juste amies, mais avaient le même visage, même nez, lèvres et pommettes. Tu t'en rends compte, c'est pareil dans le culturisme et déjà fait dans la rue. Tu mets une photo avec 6 types de corps, avec 9 types de corps d'hommes. Du mannequin mince au culturiste le plus massif. Et pour les femmes, pratiquement sur 10, aucune n'aime le culturiste, le gonflé pour le dire ainsi. La plupart préfèrent le mince et dessiné. Tu réalises alors que les hommes se concurrencent aussi entre eux pour une question de dominance et je ne sais quoi d'autre. Je ne saurais pas comment le définir, mais... Oui. C'est une question de compétition intrasexuelle entre nous. Alors, David, tu crois que les personnes toxiques ont toujours existé, même depuis le siècle dernier? Tout cela a-t-il commencé? Tu crois qu'il y a une intention? Nous intoxiquer, nous asséner d'informations négatives, nous priver de soleil, ou, si nous en prenons, l'imposer avec des perturbateurs endocriniens sur la peau. J'ai eu de grosses disputes, ok, juste pour l'avoir dit. Sans crème solaire, bon, je me brûle une fois, puis plus du tout, donc je n'en mets plus. Et en plus, le corps s'adapte plutôt bien. J'ai vécu au Yucatan, au Mexique, et je pouvais rester exposé au soleil toute la journée sans jamais me brûler. C'est parce que j'avais déjà terminé l'adaptation. Et je vais te dire quelque chose. Tu sais combien coûte un traitement biologique pour une maladie comme la sclérose en plaques? Tu as une idée, au moins? C'est entre 80 000 et 100 000, enfin, ça dépend du pays et de la façon dont c'est fait, mais c'est à peu près 80 000 $. L'alternative qui est actuellement proposée, parce que c'est un article qui vient tout juste d'être publié, c'est justement d'utiliser des lampes ultraviolets B, car on a constaté, surtout pour les maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, une amélioration. La maladie survient lors de l'exposition, ici à une lampe, souvent prétexte à soutirer de l'argent.
mais c'est toujours la lampe. On parle d'un coût de 2 000 $ alors que le traitement biologique coûte 80 au 1000 à 100 000 et tu dois le prendre à vie. Donc c'est pour cela que je pense que surtout dans les maladies auto-immunes, où il y a une relation si claire entre la maladie et notre rapport avec le soleil, ce n'est pas conseillé. C'est-à-dire, si tu considères l'État comme une entreprise et que tu dois maintenir, gère tes employés, tes habitants. Tu dois le maintenir le plus endormi possible, le plus abruti possible, le plus malade possible. Au final, toute une industrie en profite. Je partage pleinement cette réflexion. David, j'ai une question. Est-ce qu'à un moment, tu as fait partie de cette industrie? Tu m'avais dit, est-ce qu'à un moment, tu as été consommateur de tous ces produits, de toutes ces substances toxiques? Quand as-tu eu ton éveil? Comment as-tu compris? À quel moment décides-tu de divulguer les dangers de toutes ces industries? Ils cherchent seulement à nous prendre de l'argent, souvent sans réel avantage pour nous. Écoute, il y a eu plusieurs moments où j'ai commencé à me rendre compte que la supplémentation n'était pas la solution. L'un de ces moments, je pense que le plus récent, vraiment le plus récent, je te parle d'il y a quelques années. J'ai réalisé que sur les réseaux sociaux, tous les nutritionnistes ou coachs apparaissaient dans des stories ou des reels avec leur code de réduction. Et, bien sûr, je me suis rendu compte que l'industrie des compléments alimentaires faisait exactement la même chose que ce que nous avons critiqué chez l'industrie pharmaceutique. Totalement que. Acheter la démarche des médecins? La démarche, c'est une expression. Oui, Je comprends. ils achètent absolument tout. Alors bien sûr, quand tu te rends compte que l'industrie des compléments alimentaires n'a rien fait de différent, ils perdent des influenceurs et des experts en nutrition et entraînement pour promouvoir leurs produits. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose derrière qui ne va sûrement pas être révélé au grand jour. Si tout le monde vend à l'extérieur, il n'y aura personne pour le critiquer. C'était la dernière chose, mais cela fait déjà plus de 10 ans que j'ai commencé à vendre des compléments alimentaires. Il y avait un complément sur le marché qui s'appelait Jack. C'est comme Jack, il y a un trop et un D, et à l'époque, je vendais ce complément au Venezuela. Et en 2005, si je ne me trompe pas, la Food and Drug Administration l'a interdit. Un ingrédient qui n'aurait pas dû être là augmentait, je crois, les risques possibles de crise cardiaque. C'est là que j'ai compris que la Food and Drug Administration réagissait seulement. La Food and Drug Administration l'a suspendu en 2005, mais je le vendais sans doute encore en 2008. Comment tu l'apprends? Tu ne l'apprends pas? Et si tu fais des stocks, si tu es une entreprise de compléments alimentaires, moi je ne savais pas. Si j'avais un magasin et une entreprise distribuant des compléments au Venezuela ou ailleurs en Amérique latine, tu aurais du stock. Avec ce produit, tu ne le retires pas du marché, car tu dois encore. Parce qu'en plus, l'entreprise qui produit le produit ne va pas te donner le bénéfice, elle ne va pas te rembourser pour avoir retiré un produit du marché. Alors, je pense que quand tu comprends qu'il y a toujours une intention derrière, quand il y a un intérêt derrière, tu dois savoir qu'il y aura toujours un autre côté de la médaille. Et je me suis simplement consacré à enquêter sur tout ce qu'il y avait, parce qu'au final, ce n'est pas que les compléments n'aient pas d'effets indésirables. Je veux dire, ils ont des effets qui ne peuvent probablement pas être promus. Donc, mais il y aura toujours des effets indésirables. Quels sont ces effets indésirables? La littérature sert aussi à les identifier. C'est Testoré, tu en as déjà goûté, tu as trouvé ça bon? Nous avons voulu créer la boisson la plus saine possible, mais elle cible en effet certains clients de la supplémentation, car 90% de la population est carencée en magnésium. Le ginseng stimule la production de sperme et de testostérone naturel, ainsi que le zinc. J'ai vérifié, ces produits en sont vraiment utiles. C'est-à-dire, où se trouve la fine ligne entre une supplémentation qui nuit au corps et une boisson comme celle-ci? Tu l'as Lu. Je veux dire, je te laisse faire une critique, toi qui es impliqué là-dedans. Tout est sélectif. Complètement. Rien. Mira, Est-ce vraiment vrai que la majorité de la population souffre d'une carence en magnésium? Le magnésium joue un rôle dans environ 400 à 600 fonctions de notre organisme. Et la majorité de la société est en déficit. Non seulement notre alimentation n'est plus saine, mais même avec de vrais aliments, cela reste insuffisant. Elle est probablement en déficit. Parce que la perte de nutriments qu'ont subi les légumes et les fruits est d'environ 50 à 70%. Donc, à cause de toute l'hybridation et de toute la manipulation qui a été faite sur les légumes et les fruits. Aujourd'hui, il faut donc privilégier la supplémentation, surtout en cas de carence. Et il est vrai que d'une part, nous avons une carence en magnésium. D'autre part, le zinc, que j'ai vu, est un autre des ingrédients présents.
Il aide dans tout ce qui touche à la santé hormonale masculine. Et bon, on en parlait aussi avant de commencer le podcast. Y a-t-il une perte de masculinité dans la société? À cause d'une baisse de la testostérone, d'une diminution aussi de la production de sperme et de la fertilité. Alors, testorage, oui, attention, ce n'était pas prévu, je veux que vous le sachiez, ce n'est pas une promotion de... Ça sort complètement naturellement. Alors, tu dirais que cette boisson peut vraiment être utile pour les gens? Oui, bien sûr. Bon, ici, il faut quand même préciser comme toujours. C'est-à-dire, ça va être utile tant que la personne fait d'autres choses en même temps. Messieurs, sachez ceci, permettez-moi un aparté, David. Prendre 5 testorage pastèques puis te branler 8 fois devant du porno ne sert à rien. Tu ne t'entraînes pas, tu restes une larve sans jamais voir le soleil. Tu dois vivre comme un ours. Boire seul ne suffit pas. Ours? D'accord? Pas du tout? Ça? C'est tout à fait vrai, ça aide. Ce n'est pas l'élixir de Panoramix qui va te... Prends et... Tu gifles les Romains? Ce n'est pas la bonne façon. Non, justement. J'allais préciser que ces boissons sont inutiles. Même si l'appel d'offres est très bon, tu ne fais pas le travail sur le terrain. C'est-à-dire que cette boisson ne va pas t'aider à améliorer la santé hormonale masculine. Si tu ne t'exposes pas au soleil, si tu ne fais pas d'entraînement de force, si tu ne manges pas assez de protéines, si tu n'as pas tes rythmes circadiens synchronisés, etc., etc., la boisson ne sauvera pas ta santé hormonale masculine. C'est totalement... C'est un plus, et c'est ce plus dont je te parlais, qui a du sens pour quelqu'un travaillant déjà sur sa santé hormonale. D'accord, eh bien vous savez maintenant, messieurs, n'achetez pas de testo. Et si vous ne vous entraînez pas, si vous n'êtes pas des ours, si vous n'êtes pas de vrais sangliers à poils durs, d'accord, je l'interdis. On va mettre un code, c'est ce que j'ai dit, c'est une blague. Et il va dire qu'ils doivent m'envoyer des photos en train de s'entraîner. Mais c'est une boisson? C'est un booster de testostérone, mais ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas une formule magique. T'empêche. De travailler sur tout ce que je viens d'énumérer, de manière extrêmement correcte, de façon extrêmement correcte. David, en parlant de la chute de la testostérone, en parlant de la chute de la masculinité, parce que bon, la masculinité et la testostérone sont extrêmement liées à... La reine. Des hommes. Selon toi, quelle a été la principale raison de cette baisse de 40% depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui? Écoute, parmi les principaux responsables, il y a l'exposition au soleil, mais aussi l'alcool, les aliments transformés et par conséquent, l'obésité et le surpoids. C'est-à-dire simplement en réduisant le pourcentage de masse grasse qu'un homme a, il peut augmenter ses niveaux de testostérone. Oui, bien sûr. Ensuite, on a le soutien et l'apport de compléments comme le zinc, le magnésium, etc. Réduire la masse grasse t'aide-t-il? Donc, je pense que ce sont les 3 principaux responsables de la féminisation de la société masculine. Je pense que non, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Et là, je vais aborder un sujet polémique. Parce que il me semble que même la partie adverse soutient d'une certaine manière cette féminisation. Je ne sais pas si ça t'arrive. Bon, tu n'as jamais vécu au Venezuela. Tu es avec l'adversaire, David a... Les femmes, car je ne sais pas si tu n'as pas vécu au Venezuela, mais au moins là-bas. C'est très... Quand tu parles avec une femme, généralement, et qu'elles ont un partenaire en surpoids, je crois que, je ne sais pas, elles accordent plus de valeur à l'homme quand il a du ventre et une bière à la main. C'est comme si l'homme, quand il n'a pas de ventre et pas de bière à la main, c'est comme s'il n'était pas un homme. Dans une société, je parle exclusivement d'une société latine comme la vénézuélienne. Alors je crois que cette féminisation, d'une certaine manière, je crois qu'elle est un peu soutenue, d'une certaine façon, aussi par le sexe opposé. Autrement dit, si tu es avec quelqu'un qui a du ventre, bois de l'alcool et mène une mauvaise hygiène de vie. Mais malgré tout, tu ne te rends pas compte des dégâts que cela cause à sa santé hormonale, même à sa santé métabolique, à sa santé en général. En quelque sorte, tu encourages cette personne à garder un faible taux de testostérone, probablement lié à une faible libido et une composition corporelle moins bonne. Et cela est également associé à d'autres problèmes de santé métabolique et de santé hormonale. Ce n'est pas simplement « j'ai la testostérone basse et c'est tout ». J'ai une question. Es-tu vraiment un ours ou t'illusionnes-tu en le croyant? Je vais te dire une vérité qui dérange. Tu es le reflet des personnes dont tu t'entoures. Pendant des années, j'ai été piégé dans un environnement stérile, entouré de gens sans ambition, espérant un changement. Mais en réalité, rien ne change sans prendre le contrôle de ta vie et t'entourer des bonnes personnes. C'est pourquoi j'ai fondé Club Red Pill 3.0, un lieu destiné aux hommes souhaitant s'entourer de vrais guerriers.
Un espace où nous abordons des sujets clés comme la masculinité, le stoïcisme, les relations et la dynamique de couple, dans lequel nous essayons de vous donner les outils nécessaires pour que vous atteigniez votre plein potentiel. Continuez à vous améliorer chaque jour pour devenir les hommes dont cette société a désespérément besoin. De plus, en vous inscrivant, vous avez accès à une section exclusive où vous pouvez poser des questions aux invités de la fabrique et apprendre directement auprès des références de l'industrie. Pour rejoindre la communauté, le lien est dans le commentaire épinglé. On poursuit avec le podcast Ozo. Tout à l'heure, tu parlais des substances toxiques dans l'alimentation. Jusqu'à quel point tu penses que l'industrie... Parce que les gens ne savent pas, beaucoup de personnes ne savent pas que l'industrie pharmaceutique elle est étroitement liée à l'industrie alimentaire. Tous les produits agrochimiques utilisés pour la pulvérisation, enfin pour pulvériser, fertiliser et tout le reste, proviennent des industries pharmaceutiques. À quel point lis-tu la baisse de testostérone à une volonté des industries pharmaceutiques de rendre la société plus domestiquée? Unité de formation, regarde, c'est... Complexe, bien sûr. Car finalement, comme on dit au Venezuela, tu paies et tu rends la monnaie toi-même. Si tu as une entreprise de produits transformés et sais que cela nuit à la santé, ouvrirais-tu une salle de sport à côté? Parce qu'au final, c'est lui. Quand tu ne consommes pas de produits transformés, que tu ne prends pas de poids et que ta santé reste bonne, tu seras ici pour retrouver santé et forme. Alors, regarde, en fait, il y a des exemples frappants, parce qu'aux États-Unis, ils portent vraiment ça à un autre niveau, toujours. Et ils ont tellement étudié comment fonctionnent les salles de sport que même eux, il y a beaucoup de chaînes de salles de sport qui n'ont. Ils savent tout simplement que les gens ne vont pas y aller. C'est pour ça que le modèle de salle de sport fonctionne. Il fonctionne parce que les gens n'y vont pas. Ils paient, mais ils n'y vont pas. Bien sûr, c'est justement pour ça qu'en fait, ça marche comme business. Justement pour ça. Parce que si tu avais vraiment la capacité complète d'une salle de sport de 200, 300 personnes pleines à craquer tout le temps, la salle de sport s'effondrerait-elle comme centre d'entraînement? Ce ne serait pas durable avec autant de personnes. Tu peux inscrire 1000 personnes, mais il sait que la moitié ne viendra pas. Et une grande partie de ce pourcentage qui y va finit par abandonner avant mars, au début de l'année. Tu leur fais payer l'année et à moitié. Souvent, entre juin et juillet, ils proposent de nouvelles offres pour attirer de nouveaux inscrits pour le reste de l'année. Donc, ils ont beaucoup d'argent à investir. Mais bon, au-delà de ça, ils savent parfaitement où les gens ont tendance à s'entraîner le moins. Ils savent, par exemple, que dans la zone de musculation, là où se trouvent toutes les haltères, c'est généralement là que s'entraînent les personnes les plus assidues. Je ne vais pas mentionner la chaîne de salles de sport, mais cette chaîne de salles de sport a réduit la taille de la zone de musculation parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des gens assidus dans leur salle de sport. Que font-ils les vendredis? Ils offrent de la pizza, par exemple, parce qu'ils savent que le business marche mieux si les gens ne viennent pas. Et si c'était le cas? Là, je vais ouvrir un autre sujet, mais c'est comme Tinder. Les réseaux sociaux comme Tinder ne sont pas faits pour te trouver le partenaire idéal, parce que si ça marchait comme ça et que tu trouvais le partenaire idéal, tu partirais. Alors, ce qu'ils font, c'est créer une addiction pour te garder à l'intérieur. Si tu n'es pas dedans, sois au moins dans la solution ou la contrepartie. C'est pour ça que ce genre d'industrie investissent dans l'une et dans l'autre. je comprends parfaitement. Tu penses que les entreprises pharmaceutiques ressemblent à ce que tu viens de dire sur les salles de sport? Oui, parce qu'au final, le sujet de l'industrie pharmaceutique et de l'alimentation. Tu dois comprendre que si, avec l'alimentation, tu causes un problème, cette personne va aller chercher une solution. Dans la santé, dans l'industrie de la santé. Alors, tu es là, de l'autre côté, pour lui offrir cette solution. C'est finalement un palliatif qui soulage la maladie, mais crée une dépendance. Dans ce cas, par exemple, pour parler d'un cas spécifique, un biologique, si c'était une maladie auto-immune, en créant cette dépendance, tu gagnes un client à vie, ici, et aussi de l'autre côté. Parce que tu sais que cette personne ne cessera pas de consommer des produits transformés, car elle n'associe pas son alimentation à ses problèmes. Aux problèmes de santé qu'elle a, ce problème de santé concerne surtout les maladies cardiovasculaires, typiques des temps modernes. Les maladies chroniques, comme le cancer, le diabète de type 2 qui n'ont pas de prévalence dans les populations isolées, sont des maladies, c'est pourquoi on les appelle modernes. Les gens n'arrivent pas à relier leur mode de vie à cette maladie. Alors, tu crées une dépendance d'un côté avec le médicament, et ils ont déjà une dépendance de l'autre côté avec l'alimentation industrielle. Et ensuite, tu vois bien, évidemment en déterminant avec l'illusion que nous avons tous de faire un choix, quand tu entres dans un supermarché, tu vas te rendre compte que tu as l'illusion de pouvoir choisir. En réalité, 8 ou 10 grandes entreprises manipulent cette illusion d'en haut.
Et je ne sais pas si les gens en sont conscients. Mais en général, ce sont les marques qui choisissent. Où elles se placent dans les allées, si elles veulent se placer au début des allées. Si elles veulent que leurs produits soient à la hauteur d'un enfant à la caisse. Tu les rends accros aux produits transformés, tout en leur proposant la solution et en créant une dépendance. J'ai beaucoup aimé ce concept. Pourquoi parle-t-on de maladies modernes? Je veux dire que dans les sociétés plus anciennes, ces maladies n'étaient pas recensées, elles n'existaient même pas. La prévalence n'existe pas. Des populations restent encore isolées aujourd'hui. La docteure Maria Gloria Dominguez, qui se consacre à l'étude des populations isolées dans l'Amazonie, des indigènes qui vivent dans l'Amazonie, encore isolés des sociétés modernes. Il n'y a pas de prévalence. Il n'y a pas de prévalence de diabète de type 2, pas de prévalence de maladies auto-immunes, pas de prévalence de cancer, pas de prévalence de maladies cardiovasculaires, pas de prévalence d'Alzheimer. Et quand tu vois comment ils vivent, bien sûr, ils font du grounding tout le temps. C'est-à-dire qu'ils touchent la terre, s'exposent au soleil en mouvement, ne mangent que de la vraie nourriture que leur fournit l'environnement. Ils bougent. Les Hadza, pour que les gens aient une idée, l'homme Hadza fait environ 15 000 pas par jour, la femme autour de 10 000. Ce sont donc des tribus qui conservent ce mode de vie. Qu'en est-il aujourd'hui? Qui fait 15 000 pas? Tu lui retires là le mouvement, la vraie nourriture, l'exposition au soleil et le grounding, qui a aussi des bénéfices anti-inflammatoires. Tu as une société isolée dans une jungle de béton géométrique. Si tu ne développes pas ces capacités, tu crées d'autres dépendances. Notre corps n'est donc pas adapté. Tu penses que nous avons un matériel qui a évolué pendant des millions d'années, mais dans un contexte où il ne lui est plus utile. Alors, nous n'avons pas eu assez de temps pour nous adapter à ce contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Si nous allons nous adapter ou non, j'ai des doutes. Je crois que non. Tu penses que non, car ce n'est pas l'essence humaine. C'est ce que nous voyons aujourd'hui en société. En voyant l'augmentation des maladies cardiovasculaires, du cancer et des maladies auto-immunes, on réalise qu'on paie déjà. Ce fameux effet composé qui, en économie, en investissement, fonctionne de façon spectaculaire. Tu économises et cet effet cumulatif devient ensuite exponentiel. Nous commençons seulement à subir les conséquences de cette accumulation de mauvaises habitudes. Pratiquement rien. Les 75 ou 100 dernières années, Oui, j'ai une question pour toi. Il n'y a donc aucune personne avec une sclérose en plaques ou un cancer en Amazonie? Il n'y a pas de personne en Amazonie atteinte de maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire, toutes ces maladies sont des conséquences du monde moderne. c'est pourquoi on les qualifie de maladies modernes. Je doute qu'à ce jour, il existe des cas, surtout dans ces populations encore isolées. Qu'il existe des cas de maladies, au moins auto-immunes ou de cancer. Sans doute sous une autre forme, il pourrait y en avoir. Je ne sais pas s'il existe des cas enregistrés dans cette population isolée, spécifiquement de l'Amazonie. Mais il n'y a aucune prévalence de maladies modernes comme les maladies cardiovasculaires, le cancer, Alzheimer ou le diabète de type 2. Alors, pouvez-vous dire ouvertement que cette société telle qu'elle est conçue, nous Rend malade. nous rend-elle malade? Littéralement. Et Quelle solution proposeriez-vous, David? je pense qu'il faut d'abord comprendre ce que ton corps te demande en tant qu'Homo sapiens. Et ainsi, indépendamment de l'identité de la personne. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un jeu étrange dans la société avec lequel je ne m'identifie pas. Homme ou femme, comme tu veux. Mais si tu es un Homo sapiens, ton corps te demandera quelque chose physiologiquement. C'est une alimentation test, riche en nutriments, à base de vraie nourriture. Mouvement ou stimulation à travers l'entraînement de force et exposition au soleil, et respecter les rythmes circadiens en tant qu'Homo sapiens. Peu importe si la personne se voit comme une girafe ou une poupée, c'est ce que ton corps exigera pour rester en bonne santé. Alors, si tu veux survivre, et plus que survivre, vraiment vivre avec qualité dans ce monde moderne, il faut savoir que tu dois aller chercher ça à l'extérieur. C'est-à-dire, tu ne vas pas le trouver assis sur ton canapé, en regardant Netflix, en regardant du porno, en faisant défiler les réseaux sociaux. Engagé. David, j'adore vraiment cette émission. J'ai une question. Tu as évoqué les bienfaits du grounding. C'est quoi exactement? C'est simplement être en contact avec la Terre, avec la planète Terre, à travers la peau du corps. On suppose que, évolutivement, nous étions toujours en contact avec les pieds. Ils possèdent énormément de terminaisons nerveuses. Et nous perdons cette connexion si importante qui ne te permet pas seulement. Je pense que c'est l'anti-inflammatoire par excellence de la nature, c'est d'ailleurs prouvé, avec des preuves à l'appui. Il aide aussi à améliorer la circulation sanguine.
Par exemple, qu'est-ce qui provoque tant de maladies cardiovasculaires en Bezeki? As-tu entendu parler de Luis Enrique? Louis L'ancien bon. a-t-il gagné la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain? Tu as entendu qu'il a perdu ou déjà il n'a plus d'allergie grâce au grounding? Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Eh bien, en fait, il y a peu, une vidéo de Sergio Ramos est devenue virale, lui aussi pieds nus, après avoir joué le match sans chaussures. Et en fait, il l'a dit à la caméra. Donc moi, j'ai fait ça toute ma vie. Bien sûr, je pense que Luis Enrique le faisait aussi. Il l'a d'ailleurs fait avec l'équipe qu'il a dirigée au Qatar. Je ne sais pas si c'était avant ou après, mais les joueurs enlevaient leurs chaussures et s'asseyant par terre. Je pense que c'est encore l'un de ces aspects qui nous semble très ésotérique, parce que nous ne comprenons pas. Je pense que le principal problème est dès notre incapacité à mesurer la vitesse d'échange d'électrons entre notre corps et la Terre. Donc comme nous ne savons pas encore le mesurer, nous voyons qu'il y a des améliorations au niveau de l'inflammation. Nous voyons qu'il y a des améliorations au niveau du flux sanguin. Ne pouvant le mesurer, nous ignorons encore les mécanismes d'action. Contacter la Terre avec nos pieds nus, nos mains ou toute partie du corps, c'est simple. Mais il y a un argument qui est utilisé par beaucoup de personnes pour attaquer le mode de vie ancien, l'alimentation ancienne, la viande. C'est qu'aujourd'hui, nous avons une espérance de vie 2 fois plus longue qu'il y a 200 ans. Est-ce vrai? Oh, Mentent-ils? écoute, moi là-dessus, j'en ai discuté avec différents experts dans le domaine. Parce qu'on ne sait pas si c'est une manipulation des registres ou bien un manque de registres. À l'époque ancienne, il est vrai qu'il y avait beaucoup de mortalité infantile. Bien sûr, je pense que chacun ici s'est calculé une moyenne. S'il y a beaucoup de gens qui meurent à un âge précoce, que ce soit au moment de l'accouchement, avant 5 ou 7 ans, ou même à un jeune âge, à cause des guerres, Exactement, et cela dépend aussi de la chance. des Je pense que les guerres sont extrêmement influentes. Et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le monde était en guerre constante. Les féministes me critiquent, Sabalade, car je disais que l'homme partait à la guerre, mais c'était la norme. Non. C'était là. La guerre était la norme, l'exception rare dans la vie de chacun. Bien sûr, et c'est pour ça que je te dis, si tu fais la moyenne, évidemment, ça va baisser l'espérance de vie de la population en général. Si on vit plus longtemps aujourd'hui, dans quelles conditions passons-nous ces années? Veut-on vraiment vivre jusqu'à 80 ans si les 20 dernières années sont passées à l'ité? Alors, ici, il faudrait se poser 2 questions. Est-ce qu'on vit vraiment plus longtemps? Et si c'est le cas, est-ce qu'on vit dans de moins bonnes conditions? Dans de pires conditions? Alors, pour moi, je ne pense pas vraiment que nous vivions beaucoup plus longtemps, comme on le dit partout. Ces changements, Et en plus, si on vit ces années en plus, on les vit, mais dans un état déplorable. dans le livre de Sénèque, il parle des personnes âgées de 80 ans, donc on parle de l'Empire romain. Mais est-ce vrai que celui qui survivait, c'est parce qu'il était fort? Je vais l'expliquer. Bien sûr. Alors la vie était bien plus dure. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de maladies infantiles et que tout le monde ne survivait pas. Seuls survivaient seulement les plus aptes ou ceux qui s'adaptaient le mieux. Je suis d'accord avec toi, c'est une guerre. Aujourd'hui, les personnes âgées vivent, mais sous médicaments en continu, sans véritable qualité de vie. Pouvoir marcher, elles vivent sans être autonomes. Je ne sais pas dans quelle mesure toutes ces informations selon lesquelles l'espérance de vie est aujourd'hui plus élevée sont vraies. Merde. Tu vois des populations comme les Chimans en Bolivie? Et tu vois des femmes de plus de 80 ans porter encore des paniers sur leur tête, se déplacer dans la jungle. C'est là que tu te rends compte qu'on vivait vraiment beaucoup mieux avant, en termes de qualité de vie, au moins. Je ne sais pas si parfois le contexte compliquait le fait d'atteindre cet âge. Je pense aussi que cela joue. Le rôle de ces personnes âgées a changé parce qu'avant, on voyait la personne âgée comme une source d'information ou une source de De connaissances, de... connaissances. Aujourd'hui, cela est aussi négligé. La maladie d'Alzheimer est désormais très répandue. Je pense que nous vivons dans la première génération de l'histoire, qui considère qu'elle n'a rien à apprendre de ses aînés. Et pas seulement cela, mais elle considère aussi que ses aînés étaient des rétrogrades, des machistes, une sorte de néandertaliens qui n'avaient pas suffisamment évolué pour comprendre comment fonctionne ou comment devrait fonctionner la vie, selon son propre jugement, et non en se basant sur la biologie, les circonstances et le contexte dans lesquels ils ont vécu. L'arrogance de la génération moderne est incroyable. Qu'en penses-tu?
d'arrogance et qu'elle est contradictoire. C'est paradoxal car cette génération, et ce n'est pas moi qui le dis, est sans doute la plus faible physiquement et probablement la plus malade. Et bon, comme le dit le politologue qui le mentionne toujours, c'est la génération la plus idiote. C'est-à-dire même à ce niveau-là. Aujourd'hui, cela est encore plus marqué, surtout avec l'usage de l'intelligence artificielle ou de technologies similaires. Parce que c'est une génération qui grandit en dépendant de La technologie. à 100%. La technologie et l'intelligence artificielle servent à valider des idées que tu as déjà ou sais raisonner, ce qui me paraît encore plus dangereux. C'est-à-dire, en étant constamment en train de demander, je ne suis pas contre l'intelligence artificielle, mais être constamment en train de demander à l'intelligence artificielle si ce que tu vas faire est comme ça ou pas, si tu dois le faire ou pas, ou pourquoi tu dois le faire. C'est très dangereux et je pense que la plupart ignorent ces intelligences artificielles génératives. La majeure partie de leur capacité a été générée par les réseaux sociaux. J'ai une question pour toi, David. Est-il vrai que depuis qu'on peut mesurer le quotient intellectuel, généralement la nouvelle génération dépasse toujours la précédente en termes de niveau de quotient intellectuel? Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes la première génération qui va avoir un quotient intellectuel inférieur à la génération précédente. Je pense que nous sommes en train de détériorer ce matériel sous tous les aspects. Parce que c'est la génération avec la plus faible fertilité, les niveaux de testostérone les plus bas, la plus faible capacité physique de toutes et la plus malade. Probablement inutile avec la perturbation créée par l'intelligence artificielle, car elle ne trouvera pas sa place dans une société entièrement automatisée. Ou du moins, dans un grand pourcentage. Et comme l'a dit Tony Robbins récemment dans une interview, je pense qu'il va y avoir une pandémie de manque de but. C'est-à-dire, les gens vont se retrouver dans une situation où ils ont tout, mais en même temps, ils vont se sentir complètement vides parce qu'ils n'ont pas de but à accomplir. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et David, que peut-on faire à ce sujet? Dans laquelle toutes les parties, dans quoi? Tous les domaines évoqués ici, surtout dans ce manque de but. Je pense que retrouver l'essence que nous avons en tant qu'être humain, c'est-à-dire retrouver non seulement ce contact avec ce qui était notre environnement. Qu'est-ce qu'il te disait? Je ne pense pas que nous allons pouvoir nous adapter, mais au-delà de retrouver l'essence, je crois que c'est savoir ou savoir reconnaître quel est notre rôle au sein de la société. C'est de plus en plus difficile à cause des nombreuses distractions. Je le remarque surtout chez... Je ne connais pas ton âge, mais 29 ans. Chez les 19-21 ans, j'ai beaucoup de jeunes dans mon équipe et leur manque de concentration est incroyable. Mais c'est parce qu'ils vivent en distrait. Dans une société dopaminergique qui t'offre de la dopamine facile, avec le porno, avec les réseaux sociaux, avec la restauration rapide, alors évidemment, tu as des pics de dopamine. Et ensuite, dans le silence, dans la pause, dans les conversations profondes, ils ne trouvent pas de satisfaction. Et je pense que c'est un problème. Il faut retrouver l'essence que nous avons en tant qu'êtres humains, celle de trouver cette satisfaction. Dans ces moments de pause, dans ces moments de solitude, ces moments d'ennui qui favorisent la créativité. Tout à fait, tout à fait. David, tu parlais tout à l'heure du fait que la société a beaucoup de maladies qu'elle ne sait même pas relier à nos mauvaises habitudes. De nos jours, de quoi parles-tu? Parce que je pense que les gens, ce que toi et moi considérons comme normal, au quotidien, exposition à ces lumières, enfermement, repas au McDonald's, consommation d'alcool. Attention, on en parlera plus tard si tu veux, mais la génération Z a le moins consommé d'alcool parmi les dernières générations. Ce qui est aussi curieux. Mais quand tu comprends que ce concept est la norme, tu ne vas pas le remettre en question. Regarde, si en Amérique latine, il y a une coutume, je ne sais pas si elle existe en Espagne. Quand il y a un accident sur une autoroute ou sur une route, ils mettent une croix ou des fleurs, etc. Oui, ici aussi, ils le font. Comme un rappel pour que chaque personne qui passe par là sache qu'il y a un danger de rouler à grande vitesse, etc., etc. S'il était possible de mettre une croix à chaque fast-food, à chaque magasin d'alcool, à chaque endroit où l'on promeut ces mauvaises habitudes, il n'y aurait probablement plus de place aujourd'hui pour aucune croix dans aucun de ces endroits. Mais comme la conséquence n'est pas immédiate, ce n'est pas comme un accident de la route où tu heurtes le bord du trottoir, un arbre ou un poteau et tu meurs sur le coup. C'est long. Souvent, un diagnostic de maladie chronique comme le diabète de type 2 arrive tardivement.
C'est un diagnostic qui est probablement posé 10 ou 20 ans après que tu aies fait des centaines, voire des milliers d'agressions jour après jour pendant toutes ces années. À ton corps, tu dis, À ton corps. Alors, bien sûr, quand tu te rends compte qu'il s'agit de diagnostic tardif, quand tu te rends compte que la conséquence n'arrive pas immédiatement, tu te rends compte qu'il est très difficile de faire le lien. Il est difficile pour la personne de réaliser que c'est la conséquence de ses actes sur 10 ou 20 ans. C'est pareil pour le cancer, Alzheimer et les maladies auto-immunes. On n'a pas, de registre, par exemple, non plus pour la maladie d'Alzheimer autrefois. il n'y a pas non plus de prévalence. Il n'y en a aucune. C'est pour cela qu'on les appelle des maladies modernes, c'est-à-dire, c'est pour cela qu'on les connaît comme des maladies modernes. Et Par quoi sont-elles causées? C'est-à-dire, quelle penses-tu être la principale raison? derrière presque toutes, il y a une inflammation, et derrière celle-ci, il y a... Des glucides. Oui, il n'y a pas que les glucides, c'est transformé, et l'inflammation n'est généralement pas due qu'à l'alimentation, mais aussi au mode de vie. Si tu te couches tard, si tu t'exposes à la lumière à des heures tardives, tu ne protèges pas ces heures de la nuit pour un repos profond. Pas de réparation, l'alcool cause de l'inflammation. Ce n'est donc pas uniquement l'alimentation. C'est pourquoi il est difficile d'établir une corrélation directe, comme comment X fait-il pour manger chez McDonald's tous les jours et est-ce que je vais tomber malade? Oui, parce que Beaucoup de gens, ne comprennent pas que corrélation n'est pas synonyme de causalité. bien sûr. Donc, le fait de ne pas pouvoir établir cette relation directe, c'est ce qui rend si difficile pour la personne lambda de savoir que manger ceci va provoquer cela. C'est pour ça qu'on entend souvent la fameuse phrase « Mon grand-père a fumé toute sa vie et il n'a jamais eu de cancer ». Génial! Mais ton grand-père était sûrement en plein air, il avait sûrement un travail manuel, il avait sûrement un mode de vie complètement différent. De celui que nous avons nous. Donc maintenant, ce n'est plus rien. En fait, le cancer du poumon est l'un des cancers qui aujourd'hui tue le plus de gens dans le monde. La personne qui fume n'en est pas consciente. Pourquoi? Parce que tu ne fumes pas une cigarette et tu meurs, donc tu ne fumes pas une cigarette et le lendemain, tu as un cancer du poumon. Si, Non, personne ne fumerait. exactement, ça c'est ça. Même avec les avertissements sur les paquets, les gens continuent de fumer. En fait, je mangeais dans un restaurant avant de venir ici et il y avait une fille qui fumait et aussi une dame d'un certain âge. Et elle justifiait le fait de fumer alors qu'elle était médecin par le fait qu'elle avait un diagnostic, une maladie auto-immune, c'est-à-dire, j'ai oublié le nom, celle qui touche les articulations. Et elle disait que comme elle ne pouvait rien faire avec ses mains parce qu'elle lui faisait mal, je pense que tu dois l'avoir. Polyarthrite rhumatoïde. C'est ça. Incapable d'utiliser ses mains à cause de la douleur. Alors elle se distrayait avec la cigarette, mais elle avait fumé toute sa vie, c'était la réalité. Comme on ne l'associe jamais directement, on laisse passer. Ce n'est pas la seule substance toxique, comme je l'ai mentionné plus tôt. S'il n'y en avait qu'une, la prévalence serait sans doute moindre aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Si tu vis aujourd'hui, il y a des études, une étude vient de sortir il n'y a pas longtemps, sur le fait qu'il y a une plus grande prévalence, un risque plus élevé d'Alzheimer chez les personnes qui vivent près des terrains de golf. Quel est le lien avec les terrains de golf? C'est à cause des engrais qu'ils emploient. On sait par exemple là, que les personnes qui travaillent en double poste de nuit ont aussi un risque plus élevé de cancer, les personnes qui travaillent dans les aéroports. Ceci était un document publié par le département de la Défense des États-Unis. Ils ont aussi une plus grande prédisposition, un risque plus élevé de cancer de la prostate, par exemple chez les hommes. Alors, si ce n'était que ce toxique, mais s'agit-il des interférences électromagnétiques de fréquence ou de toutes les fréquences électromagnétiques? C'est l'alcool, la nourriture, tes relations, les pensées, l'anxiété, la dépression, le stress, l'alimentation et tout le reste aussi. Voilà pourquoi c'est si complexe quand tu dis « Bon, si tu bois 7 bouteilles d'alcool chaque week-end, tu risques une cirrhose hépatique. » Comment ça? Mon oncle a fumé toute sa vie, il a 84 ans et il marche encore. On gardera toujours ce biais et dira que cela concerne les culturistes, en choisissant toujours celui qui est encore vivant. Je ne sais pas si tu as lu le livre de Nassim Taleb, Le Signe Noir. Enfin, c'est l'un de ses livres, je ne sais pas si c'est Le Signe Noir. Dans le monde des investissements et des courtiers, quand il y a quelqu'un qui fait mal les choses une année, parmi ces personnes que les gens engagent pour investir dans les actions. Si tu fais mal les choses une année, on te met dehors. Le marché lui-même te met dehors, tu ne sers à rien, alors on arrête de t'engager. Mais dès qu'un sort, il y en a 100 qui entrent, donc tu n'as jamais l'impression qu'il y a des gens qui font mal les choses. Dans le monde du culturisme, c'est pareil.
Avec l'utilisation et l'abus de substances comme les stéroïdes anabolisants, les gens en perdent les conséquences. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas toujours visible. Et quand quelqu'un décède à cause de l'utilisation et de l'abus de stéroïdes anabolisants, pour commencer, sur l'acte de décès, il ne sera pas écrit à cause de l'utilisation et de l'abus de stéroïdes anabolisants, mais plutôt à cause d'une crise cardiaque ou autre chose. Et d'un autre côté, tu arrêtes de voir cette personne sur les réseaux sociaux, mais comme elle, beaucoup disparaissent sans que tu ne le saches jamais. 100 autres arrivent. C'est pourquoi de nombreux jeunes garçons sont concernés. Aujourd'hui, des hommes tombent aussi dans l'utilisation de stéroïdes anabolisants, promus également par une génération très jeune d'hommes qui utilisent des stéroïdes anabolisants sans parler des effets secondaires. David, tu as souvent parlé de culturisme, il est temps d'en discuter. Pourquoi critiques-tu autant ou pourquoi ressens-tu autant de mépris envers le monde du culturisme? Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça du mépris, mais tu as effectivement fait une critique constante envers ce monde-là. Attention, moi aussi, je partage tout ce qui est malsain. Je pense que ça doit être un peu critiqué. Si on critique les personnes des grosses, obèses, avec beaucoup de graisse, qui ne veulent absolument rien faire pour changer cela, je pense qu'on devrait aussi critiquer ces personnes qui s'obsèdent pour un statut physique qui est inatteignable, sauf par des produits pharmaceutiques, substances chimiques et autres éléments très nocifs pour le corps. Eh bien, je ne sais pas si tu sais qu'ils viennent de lancer les Jeux Enhance. Aucune idée, non. J'aime ça. Le culturisme, Les Jeux Olympiques? Non, ce sont les Jeux Olympiques sous anabolisants. C'est-à-dire, littéralement, ce qu'ils veulent, c'est du bon. En fait, derrière, il y a un des fils de Trump. Ce qu'ils veulent, c'est battre tous les records des Jeux Olympiques. Ils l'ont déjà fait en natation avec des stéroïdes anabolisants. Mais bon, ils battent les... record, non. Et ils viennent d'en battre un, je ne sais pas si c'est en mettre en quelque chose, mais ils viennent de le faire. Mais curieusement, l'un de ceux qui participaient à la compétition, qui était médaillé olympique. Dans un contexte d'abus de stéroïdes anabolisants, car il en consomme beaucoup, il n'a même pas pu battre ses propres records. Mais pour moi, en ce qui concerne le culturisme, je pense que c'est une aberration contre la santé. Et je pense que la plupart le savent, mais ils ne sont pas capables d'en parler publiquement. Parce que ceux qui s'en sont rendus compte, probablement, soit y participent activement, soit y ont participé et possèdent un certain type de titre. Alors, je te le dis parce que je connais beaucoup de gens qui ont été dans le culturisme et qui n'osent pas mentionner cela sur les réseaux sociaux. Tu veux dire que les champions de Mister Olympia sont tous chargés? Ils ne sont pas naturels? Non, les Mister Olympia ne sont clairement pas naturels, mais même dans le culturisme, est-ce que c'est contre le... Contrôle antidopage. Non, mais si tu parles du culturisme naturel, en théorie, c'est naturel, mais pas en pratique. Pourquoi? Pourquoi? De nos jours, non, parce qu'il existe des moyens. Il existe des moyens de travailler avec des produits chimiques pour que l'on ne voit pas que tu utilises un quelconque type de dopage. En culturisme naturel, un ami m'a dit que le détecteur de mensonges serait la preuve ultime. Est-ce vrai? Non, je ne sais pas. Le type de test? Je ne sais pas. Il y a le test urinaire classique et les astuces comme venir avec l'urine de quelqu'un d'autre. Donc, mais il n'y a rien de vraiment naturel là-dedans. Et je pense que c'est, moi, la seule et dernière fois où je suis allé à une compétition, c'était à l'Arnold Classic à Las Vegas. Et ce que tu vois, c'est-à-dire, tu vois tout un tas de femmes sur scène en train de concourir et plein de femmes derrière dans le public en train de les admirer. Ignorant à quel point leurs actes nuisent à la santé féminine, celles qui sont montées là-bas, perdent leurs règles, elles ont un pourcentage de graisse extrêmement bas. Eh bien, la déshydratation, le déficit, aussi le niveau calorique de l'alimentation. C'est littéralement une aberration pour le corps humain. En plus complètement masculinisé, surtout celles qui commencent à utiliser des stéroïdes. Anabolisant, bien sûr. La mâchoire se marque, les épaules s'élargissent, puis elles doivent se faire opérer pour cacher cette masculinisation. Et c'est comme me l'a dit l'autre jour Alexandre, qui est médecin endocrinologue et a concouru en culturisme. Il me disait que c'est une thérapie de changement de sexe, sans s'en rendre compte, mais elle se masculinise. Les femmes surtout, non? Oui, les hommes aussi. Mais Est-ce vrai que ça raccourcit la vie? oui, totalement. Je pense qu'ils en sont conscients pour la plupart. Écoute, je ne critique pas les choix personnels, mais je pense qu'on ne devrait pas l'encourager. Ce qui se passe, c'est que je pense qu'indirectement, eh bien, il y a une tendance. J'allais l'insulter,
Mais il y a une tendance chez les jeunes sur les réseaux sociaux qui en parlent. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est une bande de cinglés. Ceux qui disent qu'avoir un biceps de moins de 35 cm, c'est ne pas être un homme. Toi, tu l'as, ton biceps de 35 centimètres? On ne me l'a pas mesuré, donc non. Pourquoi irais-je le mesurer? Au final, tu as un... Sacré biceps de fou. Ça, c'est ce que je disais, il se compare. Pourquoi tu veux un biceps aussi gros que ta tête? C'est pour attirer l'attention d'un autre homme ou se sentir supérieur? Non, Il ne sait même pas boxer? bien sûr. Alors tu te rends compte qu'au final, c'est une compétition. Qu'au fond, tout ce qu'ils font, c'est raccourcir leur vie et bousiller leur santé. Il continue à obéir à ceux qui manipulent tout. L'industrie pharmaceutique, D'accord. Une autre chose pour finir, David. Pourquoi a-t-on l'impression que cette société ne vend que des solutions et ne t'apprend jamais comment éviter le problème? pourquoi a-t-on l'impression qu'ils offrent des solutions et ne te... C'est-à-dire, je vais synthétiser l'idée. L'industrie pharmaceutique ne tourne jamais autour de la prévention des maladies, elle tourne autour de les soulager, même pas de les guérir. Ils ne veulent pas que tu disparaisses en tant que client. Les gens ne comprennent pas que l'industrie de la santé veut des clients. Elle veut des gens qui reviennent sans cesse. Alors, pourquoi n'encourage-t-on pas les gens à ne pas tomber malades? Les gens croient que tous les progrès en matière de santé sont dus à une tentative d'atteindre un bien-être généralisé de la population. Je crois que nous sommes des cobayes à qui on veut donner des pilules pendant que nous dormons. C'est que lorsque tu te rends compte qu'il y a tout un système mis en place derrière, tu te rends compte qu'il doit se maintenir. La seule façon que ça tienne, c'est ce qu'ils font. D'une société malade, faible, qui soit dépendante de tout le système qui a été mis en place derrière. C'est-à-dire, je pense que si n'importe quelle personne qui a une entreprise veut que le client revienne, tu ne veux pas d'un client qui vienne juste une fois. Si tu vas pour, par exemple, te faire couper les cheveux et que tu fais une coupe qui ne nécessite plus jamais de se faire couper les cheveux. Tu veux que les cheveux repoussent et que cette personne doive revenir. Tu as besoin que ce client revienne et la seule façon d'y parvenir, c'est... Les ingénieurs agroalimentaires ne refusent de parler d'addiction, mais modifient les aliments pour les rendre addictifs. Oui, vous savez, Oui, il y a beaucoup de littérature scientifique qui le prouve. Oui, mais ils n'aiment pas entendre parler de dépendance. La plupart diront que le sucre n'est pas addictif, mais le... sucre. Il y a aussi le sucre naturel et il y a le sucre moderne qu'on met partout, qui est un sucre synthétique, mais pour le dire d'une certaine manière. Quelle différence? Le sucre naturel est-il bénéfique? Non, et en plus, ce n'est pas seulement une question de sucre, c'est aussi la combinaison. Ces produits enzymés sont faits pour être très appétissants, c'est pourquoi je dis qu'ils rendent les aliments addictifs. Parce que la personne y revient toujours. Et si tu es la personne qui développe un biscuit X, tu veux que le client revienne pour le biscuit X. Fait curieux, dans l'industrie des produits transformés, que ce soit la restauration rapide ou les supermarchés. Ce qui t'intéresse, ce n'est pas que la personne revienne pour ta marque. En fait, ça ne t'importe pas si elle ne revient pas pour ta marque. Ce qui t'intéresse, c'est que la personne revienne. Donc si tu vends ça, peu importe pour toi demain, la personne achète chez ton concurrent et tu veux qu'il continue. Pourquoi? Parce que au final, ce que tu veux, c'est garder la personne accrochée. Si tu as une chaîne de restauration rapide, moi, peu importe si la personne va chez le concurrent demain. L'essentiel, c'est qu'elle revienne chez toi. Voilà pourquoi les fast-foods servent aussi le petit déjeuner aujourd'hui. Ils savent très bien que tu ne vas pas prendre le petit déjeuner chez McDonald's, puis déjeuner chez McDonald's, puis dîner chez McDonald's. Tu prendras sûrement ton petit déjeuner chez Starbucks, déjeuner chez McDonald's et dîner chez Pizza Hut. Mais tu vas y revenir que ce soit chez l'un ou chez l'autre. Alors, quand tu te rends compte que l'intention est simplement de te garder à l'intérieur, peu importe où tu es, tu te rends compte que ce qu'ils font est très sinistre. Sans même entrer ici dans des conspirations ou toutes ces histoires, mais simplement en le voyant comme un business. Ils veulent que tu reviennes comme client, et comme je te disais avant, que si tu n'es pas ici. En mangeant des aliments transformés, ce qui entraîne des maladies, tu vas y être. Là où ils t'offrent cette solution. Une solution qui est aussi une dépendance pharmacologique et qui ne résout aucun problème. Messieurs, l'émission d'aujourd'hui était incroyable. Merci beaucoup, David. Nous avons aussi une surprise. Aujourd'hui, la section exclusive va être publique parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Et je veux que vous voyiez comment vous pouvez interagir avec les invités que nous recevons ici.
Je mettrai le lien dans les commentaires épinglés de ma communauté privée avec les sections exclusives de la fabrique. Vous aurez accès à tous mes e-books. 2 lives exclusifs pour la communauté pour interagir, poser vos questions et participer à des rencontres avec moi. Je veux aussi que vous sachiez que vous avez accès à toutes les études qui soutiennent ma façon de penser. Données, statistiques, personnes partageant les mêmes idées, extrêmement nécessaires, un écosystème, merci, avec des valeurs et des principes communs pour grandir en tant que personne. Nous débutons cette section exclusive, ce sera la seule fois ainsi. Ah, merci pour ta question. On commence. La mémoire musculaire existe-t-elle vraiment? Résumons beaucoup. J'ai eu une maladie que j'ai guérie, qui m'a fait perdre 30 kilos. Un sac d'eau, j'ai mangé tout le muscle. En 5 mois d'entraînement, je me suis construit comme un taureau. Gain incroyable. Vitesse, réaction, explosivité, juste avec le centre d'arts martiaux mixte chinois, sans salle de sport. Je n'arrive pas à trouver une logique qui soit, disons, scientifique. Un salut aux 2 machines. Un salut pour toi, Antonio, mon frère. Et qu'est-ce que tu penses de ce... Quel grand bonhomme, hein? D'abord, félicitations à toi, Antonio, parce que vraiment, c'est un sacré effort quand tu perds, surtout de la masse musculaire. Et la réponse, c'est lui qui l'a donnée. En réalité, il existe bien une mémoire musculaire. Le corps a la capacité de se souvenir de ce qu'il a été ou d'où il en était. Et c'est pour ça qu'une personne, c'est pourquoi il est tout plus facile, après avoir perdu un bon physique, de le retrouver. Alors c'est simplement la façon dont notre corps se souvient, surtout au niveau génétique, afin de pouvoir le récupérer plus facilement. Notre cerveau cherche avant tout à assurer notre survie. Et pour que cela devienne une base, il ne suffit pas que ce soit un souvenir génétique. Des choses nous sont arrivées, mais il se rappelle aussi de ce qui a pu arriver à nos parents ou grands-parents. Je fais des expériences intéressantes. Des expériences faites sur des souris, où ils se rendent compte que lorsque tu provoques un traumatisme chez une souris, par exemple, elle s'en souvient ensuite. Et pas seulement elle, mais aussi ses enfants et ses petits-enfants. Alors, mais est-ce que c'est une question de survie? Donc c'est vraiment comme ça. Comme le dit Antonio, nous avons une mémoire musculaire, et là, c'est pourquoi on dit « qui a eu garde ». Si tu as déjà eu une compétence ou un certain physique, tu peux les retrouver plus facilement que quelqu'un qui ne les a jamais eus. Énorme, David. Dernière question. Tu recommandes, c'est ça? Si la personne agit correctement, s'expose au soleil et consomme de la viande et des aliments protéinés, entraînant la force et accomplissant les tâches quotidiennes nécessaires. Je pense que ce type de boisson est bénéfique, surtout pour apporter de la variété dans la routine. Beaucoup de gens s'ennuient avec l'hydratation, quand c'est toujours de l'eau. Mais bon, il y a toujours des options intéressantes, comme la boisson que tu as lancée sur le marché. Merci beaucoup, David. Si jamais tu mets un bâton dans la boisson, non, je plaisante. Ici, on ne coupe rien. Le lien pour acheter Stories, messieurs, est dans la description. La communauté privée, dans le commentaire épinglé. David, ça a été un immense plaisir de t'avoir ici. Frère, merci à toi. Messieurs, à bientôt dans le prochain épisode de La Factoria.